Alors ce type, vous voyez, c'est le père de la manipulation de masse et de la propagande moderne. Alors peut-être que vous connaissez pas du tout son nom, mais encore aujourd'hui, il impacte notre quotidien à tous. En fait, c'est peut-être l'une des personnes qui a le plus influencé le siècle dernier. C'est lui qui a fait en sorte que les États-Unis n'utilisent pas trop le train, mais plutôt massivement la voiture. C'est lui qui a aidé plein de présidents à se faire élire et à devenir appréciés de leur peuple. Et d'ailleurs, son travail a même grandement influencé Goebbels, dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo. Alors approchez-vous mes poissons chat coucou. Là, nous allons retracer la vie d'Edouard Bernays, donc de sa naissance à sa mort, tout en dévoilant ses plus sombres secrets, bien entendu. Vous allez voir comment il a été capable de créer de nouvelles habitudes dans nos cultures et comment il a réussi à manipuler le féminisme pour un objectif dévastateur et comment il a mis au point des techniques redoutables pour manipuler l'opinion de masse et qui est responsable involontairement de centaines de milliers de morts. Bref, vous verrez le rôle déterminant qu'il aura dans les grandes guerres et jusqu'à même être capable d'orchestrer un coup d'État. Qui est cet homme qui parvient encore à vous manipuler depuis sa tombe? Eh bien, on commence par son enfance qui est déjà riche en informations. Alors, en parlant de revenir aux origines, là, ça me fait penser au moment où moi j'ai débuté ma chaîne YouTube. C'était maintenant il y a 14 ans. Salut! Bon, au début, je faisais des vidéos tout seul, depuis ma chambre, chez mes parents. Et puis un jour, j'ai déménagé et puis j'ai recruté mes tout premiers employés. C'était un gros bordel, je savais pas faire et tout. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. En fait, la création du Kundar, l'entreprise derrière, ça m'a réservé quand même pas mal de surprises. Ouais, c'est pas joli, hein. Et du coup, c'est pour vous éviter de galérer autant que moi que je vais vous parler de Legal Place qui sponsorise la vidéo. Parce que Legal Place, c'est une plateforme qui simplifie toutes les démarches juridiques et administratives pour la création et la gestion d'entreprise. Que ce soit le statut de la société, la comptabilité, les contrats, etc. En fait, c'est la solution simple et pratique pour créer votre société. Soit une SAS, une SASU, une SARL, micro-entreprise, nanana. Bah, vous voyez, quand vous vous inscrivez, vous remplissez juste quelques infos sur un formulaire et après, Legal Place gère et vous accompagne sur la création. Donc voilà, il n'y a plus de stress à se demander quoi faire ou comment, voilà. Après, bien sûr, une fois que ça s'est fait, il faut gérer votre entreprise. Et là aussi, croyez-moi, j'ai eu des galères au début que j'aurais préféré éviter. Voilà, il y a plein de papiers à faire, on perd énormément de temps et on risque de faire plein d'erreurs. Heureusement, Legal Place, il propose un accompagnement complet, notamment grâce à un comptable dédié. Bref, tout devient quand même plus simple, plus fluide, vous gagnez du temps. Et évidemment, j'ai un code promo, parce qu'en cliquant sur le lien en description et en utilisant le code Poisson15, vous avez 15% de réduction sur tout le site Legal Place. Et justement, on va continuer à parler de ça, puisque Edouard Bernays va travailler pour énormément de grandes boîtes. Parce que bon, avant tout ça, eh bien, Edouard Louis Bernays est né à Vienne, en Autriche, le 22 novembre 1891. Mais un an seulement après sa naissance, sa famille change de continent et va s'installer à New York. Pour l'anecdote, Edouard, c'est le neveu de Sigmund Freud. Oui, le fameux Freud qu'on connaît. Mais bon, ça on aura l'occasion d'en reparler plus tard. En tout cas, le père d'Edouard bosse dans une grande entreprise qui exporte des céréales. Et il veut que son fils suive le même chemin que lui dans le monde agricole. Donc après le lycée, Edouard il entame des études d'agriculture à l'université, quoi. Mais il se sent un peu comme un étranger. En fait, Edouard, il est petit, il est nerveux, et puis les autres étudiants sont quand même grands et costauds. Ça aide pas, quoi. En fait, lui, il vient de la ville et d'une famille aisée, alors que tous les autres viennent de la campagne profonde et défavorisée. Par contre, Edouard s'intéresse au journal étudiant de son université. Et là, c'est bingo pour lui. Il commence alors à écrire des articles bénévolement. Alors, c'est pas un grand écrivain, mais il découvre qu'il est très habile pour manipuler les mots. Et finalement, en 1912, Edouard obtient à 20 ans son diplôme en agriculture. Bon, comme il n'est pas trop sûr de lui et de ce qu'il veut faire de sa vie, il va enchaîner pas mal de petits boulots. Voilà, il va rédiger quelques articles pour un journal agricole. Il bosse ensuite un peu avec son père, puis il va même s'installer quelques mois à Paris. Mais il a du mal à s'en sortir financièrement. Alors à 21 ans, là, il rentre à New York. Et là, un ancien camarade de classe lui propose alors de l'aider à gérer 2 revues médicales. Et Bernays, il accepte sur le champ, quoi. Alors, les 2 amis ne connaissent pas grand-chose à la médecine, ni même à l'édition de journaux, mais ils sont ambitieux et prêts à tout pour réussir. Et du coup, Bernays commence vite alors à se démarquer par des techniques innovantes. Il utilise par exemple la Medical Review pour prendre position sur des sujets d'actualité. Notamment, lui, il est contre le port de corset par les femmes, donc il le dit dans sa revue, quoi. Et du coup, il distribue des exemplaires gratuits à des milliers de médecins à travers le pays pour faire la pub des revues. Et quelques mois plus tard, Bernays entend parler d'une pièce de théâtre française qui fait polémique. En gros, là, la pièce, elle parle de syphilis et du coup, les IST sont des sujets extrêmement tabous à l'époque. Et donc là, Bernays, il saute sur l'occasion et il publie une critique positive de la pièce dans sa revue. Puis,
il s'associe à un comédien célèbre pour produire la pièce aux États-Unis. Sauf que Bernays, il n'a pas du tout l'argent pour faire ça. Mais il se dit, c'est pas grave, chaque obstacle, c'est un défi. Et du coup, il va réaliser une levée de fonds. Sauf que bon, au lieu de dire que c'est pour financer la pièce de théâtre, il dit que c'est pour sensibiliser le public au danger des IST. L'opération est un succès, bingo, et Bernays parvient même à attirer des investisseurs riches et influents, comme par exemple un certain Franklin Roosevelt, qui sera le futur président des États-Unis. Et du coup, la pièce de théâtre, elle voit le jour et elle cartonne. Et là, Bernays, ça y est, il se met à rêver, à lancer plein de séries de pièces de théâtre, un peu dans le même style polémique, quoi, où il joue un peu avec les limites. Sauf que le comédien avec qui il s'est associé, lui, il se barre, après lui avoir fait un sale coup. Et donc là, Bernays va faire un séjour en Europe pour discuter avec son oncle, un Sigmund Freud, quoi. Puis à 22 ans, il rentre à New York, motivé, et la tête plein de nouvelles idées. En fait, les théories de son oncle sur l'inconscient humain le fascinent. Et là, Bernays, il est convaincu que ça peut servir à influencer et manipuler les masses. Et il va pas perdre son temps. Il va commencer par exemple à travailler pour une grande compagnie de théâtre, et son job, c'est simple, ça consiste à faire en sorte que les pièces de théâtre rencontrent le plus de succès possible. Par exemple, Bernays va créer des levées de fonds pour des bonnes causes qui servent en même temps à faire de la pub. Il faut aussi fabriquer des sortes de goodies que certaines célébrités achètent. Là, les journaux en parlent et Bernays commence à avoir une solide réputation. Mais il travaille aussi pour des ballets, des opéras et il gère des carrières de grandes stars. Par exemple, Flor Revales, qui est une danseuse étoile, ou même Enrico Caruso, qui est l'un des plus grands chanteurs d'opéra de tous les temps. Et du coup, à 25 ans, ça y est, Bernays gagne des milliers de dollars et sa carrière est lancée. Mais pendant ce temps, la Première Guerre mondiale éclate et Bernays va y prendre part d'une manière très inattendue. Mais les États-Unis, eux, y rentrent dedans en 1917, 3 ans après, en déclarant la guerre à l'Allemagne. Bernays, à 25 ans, il est mobilisé par l'armée. Sauf qu'il pense qu'il serait quand même plus utile dans un bureau que sur le champ de bataille. Et du coup, il parvient à obtenir un examen médical et le médecin déclare qu'il a les pieds plats et des troubles de la vue. Et du coup, ça y est, bingo, Bernays est officiellement dispensé de combattre. Alors bon, dans un premier temps, il essaie de filer des coups de main à droite à gauche. Par exemple, il aide à vendre des obligations américaines et d'épargne de guerre. Et puis voilà, c'est pas tout. En fait, Bernays, il organise des recrutements pour l'armée et même un festival de musique patriotique. Mais du coup, il est quand même frustré. En fait, il se sent pas assez utile. Et il finit alors par obtenir un entretien avec le directeur du CPI. En fait, c'est en quelque sorte un bureau de propagande du gouvernement. Et là, faut être clair, le directeur, il est impressionné par la pile de lettres de recommandation de Bernays. En revanche, il préfère d'abord enquêter sur lui, étant donné que le gars, il est né en Autriche. On sait jamais, peut-être que c'est un agent secret. L'enquête dure plusieurs mois et finalement, c'est bon. En fait, les services de renseignement prouvent les talents de Bernays et sa loyauté envers les États-Unis. Il est donc recruté au CPI et ça nous amène alors au premier secret de cette vidéo. Alors peut-être que vous pensez que les États-Unis entrent en guerre pour défendre la démocratie, depuis toujours. Mais en réalité, pas du tout. En fait, c'est Bernays qui va implanter cette idée dans l'inconscient. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Amérique, elle est pacifiste, quoi. En fait, personne ne veut envoyer son fils mourir en Europe pour une guerre lointaine. Et puis, en 1916, un certain Woodrow Wilson est élu président des États-Unis. Et lui, il a promis qu'avec lui, le pays ne participera pas à la Première Guerre mondiale. Sauf que quelques mois plus tard, il change d'avis. Et là, la population, elle est pas OK, parce qu'elle a pas voté pour ça. Et du coup, le président, il est un peu embêté. Et donc là, Wilson va chercher à retourner l'opinion publique en faveur de la guerre. Et ça, ce sera justement la mission du CPI, le bureau où le jeune Bernays est recruté. Et c'est alors Bernays lui-même qui trouve l'idée qui va tout changer. Au lieu de dire que le pays doit entrer en guerre pour des intérêts économiques, eh bien non, Bernays suggère de parler d'une croisade pour la démocratie et un monde plus sûr. En fait, sa proposition plaît alors beaucoup, et alors une grande campagne de propagande est lancée dans le pays et dans le monde entier. Bref, en tout cas, au CPI, Bernays immobilise des grandes entreprises, comme par exemple Ford, qui fait des voitures, pour diffuser tous ces petits messages de propagande à un maximum de personnes. Par exemple, il déploie ces messages derrière les lignes allemandes pour décourager les troupes et semer le désordre. Il va alors faire des affiches, des films, des spots radio, des journaux, et c'est à ce moment qu'est créée la célèbre affiche I Want You avec l'oncle Sam. Et en vrai, ça fonctionne. Et petit à petit, l'opinion, elle bascule en quelques mois. Et là, des millions d'Américains, ça y est, ils sont emballés, ils se disent « yes, je vais sauver la démocratie !» Et ils partent au front, en étant persuadés, bien sûr, d'aller combattre pour une cause morale. Et là, en tout cas, Edward Bernays vient de participer à faire changer d'avis une population entière. Bon, à ce moment-là, le gars, il a 26 ans et il joue un rôle central dans la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Et il en ressort avec une expérience vraiment costaude. Et surtout, il prend conscience de quelque chose qui va bouleverser sa carrière. J'ai tiré une leçon fondamentale du CPI. Des efforts comparables à ceux déployés par le CPI pour influencer l'attitude de l'ennemi, des neutres et de la population de ce pays peuvent être appliqués avec la même facilité aux objectifs du temps de paix.
Autrement dit, ce qui peut être fait pour une nation en guerre peut l'être pour les organisations et les citoyens d'une nation en paix. L'impact des mots et des images sur l'esprit des hommes à travers l'Europe m'a profondément marqué. Ils ont joué un rôle déterminant dans la victoire, et je suis déterminé à mettre en pratique ce que j'ai appris. En clair, Bernays réalise qu'il peut utiliser la propagande dans le monde des affaires. Et du coup, 1 an plus tard, il a 27 ans, et là, il ouvre sa première entreprise avec Doris Fleshman, qui est une amie de longue date. Elle va jouer un rôle discret mais central dans cette entreprise. Bon, concrètement, il s'agit d'une sorte d'agence marketing ultra innovante pour l'époque. Et l'agence, c'est simple, elle parvient rapidement à attirer de nombreux clients prestigieux. En fait, Bernays va se qualifier lui-même de conseiller en relations publiques. Il préfère éviter le terme de propagande, qui est trop connoté depuis la guerre, quoi. Après, de son point de vue, quand même, c'est la même chose. Et d'ailleurs, son travail va profondément bouleverser le domaine du commerce et de la politique. En parallèle, Bernays se marie en toute discrétion quelques années plus tard, à 30 ans, avec Doris Fleshman. Et ensemble, ils auront 2 filles. En même temps, les affaires fonctionnent, parce que Bernays, il est capable de vendre n'importe quoi et d'influencer n'importe quelle opinion. Et d'ailleurs, sa première grande réussite concerne les filets à cheveux de la marque Venida. En fait, après la Première Guerre mondiale, les femmes ont arrêté de porter des filets à cheveux. Mais Bernays, lui, il s'en fiche parce que il veut les vendre, ces filets à cheveux. Donc comment il fait? Eh bien, il parvient à les remettre à la mode grâce à une ingénieuse campagne de pub. Mais en plus, et aussi, il fait en sorte que les femmes qui travaillent portent des filets à cheveux. Et c'est en fait à partir de ce moment-là qu'on a commencé à apporter ce genre de protection dans les entreprises. Et puis ensuite, Bernays est recruté par la Ivory Soap Company, qui est une entreprise tout simplement qui vend des savons blancs sans aucune originalité. Mais eux, ils ont un but, ils veulent que les enfants achètent leur savon. Et là, Bernays, il trouve alors une idée de génie qui va marquer la culture américaine. Parce qu'il va organiser les tout premiers concours de sculpture de savon à travers le pays. Et là, résultat, des millions de familles associent le savon à la créativité et à l'éducation. Et Ivory Soap devient alors une marque incontournable. Non seulement ce concours va avoir lieu pendant des dizaines d'années, mais en plus, il va inspirer d'autres concours du genre. Bref, Bernays, il enchaîne les réussites. Autre secret, peut-être que vous avez déjà entendu dire que le petit déjeuner, vous savez, c'est le repas le plus important de la journée. C'est là où on doit prendre des forces et tout. Et peut-être que vous savez que le breakfast américain typique, c'est ça. Des œufs et du bacon. Sauf que, sachez-le, mais ça n'a pas toujours été le cas. Plus exactement, avant Bernays, ça n'existait pas. Et c'est lui qui a implanté ça dans leur tête. En fait, avant, les Américains, faut se dire, ils prenaient un petit déjeuner léger, quoi. La norme, c'était un petit café, un fruit, parfois des céréales, et c'est tout. Ils commençaient leur journée, et puis voilà. Mais dans les années 1920, on a la marque Peach Nut Packing Company qui embauche Bernays pour augmenter ses ventes de bacon. Et là, Bernays, il réfléchit un peu, puis il va voir un ami médecin. Et il va alors lui demander d'écrire à autant de médecins que possible pour leur demander si, et seulement si, un repas plus copieux le matin serait meilleur pour la santé. Et là, 4500 médecins répondent qu'ils sont d'accord avec ça. Oui, un repas plus copieux le matin, c'est bon pour la santé. Et là, Bernays, il envoie l'info aux journaux. Et hop, les jours suivants, on peut lire des titres du genre « 4500 médecins préconisent aux Américains de prendre des petits déjeuners copieux pour améliorer leur santé ». À partir de là, Bernays, comme il a implanté cette idée d'un repas copieux, il n'a plus qu'à lancer des campagnes de pub pour conseiller aux gens de manger du bacon le matin. Il crée un problème qui n'existait pas et il apporte la solution. Bref, je vous la fais courte, le bacon donc explose et en quelques années, le bacon œuf devient tout simplement le symbole du petit déjeuner américain. Et en plus de ça, Bernays gère carrément l'image des présidents. Par exemple, en 1924, le président Calvin Coolidge lui demande son aide. Là, les élections approchent, mais le problème, c'est qu'il a la réputation d'être un peu froid et un peu coincé. Et donc, Bernays organise alors un petit déjeuner aux crêpes dans les jardins de la Maison Blanche. Et là, il invite plein de stars et d'artistes. Bon, évidemment, la presse américaine se jette sur cet événement original et les journaux parlent alors d'un nouveau Coolidge souriant et chaleureux. Et puis, quelques mois plus tard, évidemment, Coolidge remporte les élections et il devient président des États-Unis. Et du coup, c'est la toute première fois que l'image des célébrités est utilisée pour faire une publicité du genre. En fait, Bernays vient de lancer une nouvelle méthode marketing. Et depuis, les marques utilisent des stars pour promouvoir leurs produits et puis leurs valeurs. Mais avant ça, c'était pas vraiment le cas, quoi. Il a vraiment lancé la mode. C'est un peu le principe des partenariats aujourd'hui, quoi. Et puis, quelques années plus tard, encore, Bernays va aider un certain Herbert Hoover à remporter les élections américaines. D'ailleurs, faut se le dire, mais là, Bernays, il aide un peu tout et n'importe quoi, mais en vrai, il a une vision très particulière de la politique. La manipulation consciente et intelligente des habitudes et des opinions des masses est un élément important de la société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme invisible de la société constituent un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Nous sommes gouvernés, nos esprits sont façonnés, nos goûts sont formés, nos idées suggérées, en grande partie par des hommes dont nous n'avons jamais entendu parler. Ce sont eux qui tirent les ficelles qui contrôlent l'opinion publique. En gros, c'est simple, selon Bernays, le vrai pouvoir est entre les mains d'une petite élite. Et il pense que la démocratie
dit, ça doit pas reposer sur la masse du peuple. En fait, l'élite doit utiliser la propagande pour faire régner l'ordre dans le chaos. Elle va alors tirer les ficelles en secret et elle oriente les choix de la population, vraiment comme un marionnettiste. Après, honnêtement, Bernays, c'est quand même un personnage complexe avec un sacré caractère. Alors le gars est pas très grand, il fait 1m63, il porte une épaisse moustache noire et il est considéré comme prétentieux, tapageur et arrogant. Il a coutume de traiter ses secrétaires de petites imbéciles et il ne manque jamais une occasion de se mettre en avant. Et le gars, comme il a à peu près aucune morale et aucun principe, il travaille avec des causes qui n'ont parfois aucun rapport entre elles. Ils sont même opposés. En fait, sa seule motivation, c'est l'argent ou alors l'excitation de relever un défi qui semble impossible. Et en tout cas, à 36 ans, là, il publie son livre le plus célèbre, Propaganda, ou Comment manipuler l'opinion en démocratie. Et malheureusement, son travail va tomber entre les mains d'un certain Goebbels, dont je vous ai déjà parlé en vidéo. Alors pour rappel, c'était le ministre de la propagande nazie. Ce qui fait que Bernays va participer involontairement à la montée du nazisme et tout ce que ça implique. Et c'est un comble, d'autant plus qu'il est lui-même juif. Au fil des années, Bernays commence à être critiqué et détesté par de plus en plus de personnes. Mais alors, l'une de ses œuvres et de ses créations les plus terribles va arriver quelques années plus tard. Il se trouve qu'à l'époque, les femmes qui fument sont vraiment très mal vues. Sauf que ça embête beaucoup les vendeurs de cigarettes, puisque ce serait quand même génial si les femmes fumaient. Ça doublerait leur chiffre d'affaires, quoi. Ce serait magique. Là, qu'est-ce qui se passe? La marque de cigarettes Lucky Strike, elle recrute Bernays. Là, Bernays, lui, il a alors 37 ans. Il met au point 3 stratégies diaboliques. Bernays fait alors photographier des femmes belles et minces avec des cigarettes à la main. Puis, il fait publier les photos dans les plus grands magazines du pays. Ensuite, il crée des affiches de pub qui disent que les cigarettes Lucky Strike permettent de maigrir et de devenir une belle femme. Là, les affiches encouragent alors les femmes à prendre une cigarette au lieu de manger ou alors de grignoter. Évidemment, ne suivez pas les conseils légèrement démentis depuis. Les femmes se mettent alors effectivement à fumer et à essayer de maigrir. Et Lucky Strike devient le leader du marché en termes de croissance. Mais c'est toujours tabou de fumer en public pour les femmes. Et ça, c'est chiant. Alors Bernays, il va plus loin et il demande à un psychanalyste d'analyser le lien inconscient entre les femmes et les cigarettes. Et là, le psychanalyste, il répond que la cigarette est un symbole phallique qui représente la masculinité. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Hein. Mais bon, en tout cas, à l'époque, le féminisme prend de l'ampleur. Et les femmes, elles veulent les mêmes droits que les hommes, à juste titre. Là, Bernays, il fait bingo parce qu'il se dit qu'il peut exploiter ça à son avantage. Et il décide alors d'organiser une action féministe symbolique. Parce que l'événement doit apparaître comme une information neutre sans aspect publicitaire, les actrices devaient être exclues. D'autre part, si des jeunes femmes défendant le féminisme peuvent participer et par là même faire de la publicité au mouvement, ce serait également positif. Si elles doivent être belles, elles ne doivent pas être trop stéréotypées. Bien sûr, elles ne doivent pas simplement fumer. Elles doivent se joindre au défilé de Pâques, en soufflant la fumée de manière ostentatoire. Et en effet, dans quelques jours, la ville de New York organise son traditionnel défilé de Pâques. Bernays envoie alors sa secrétaire se faire passer pour une militante féministe. Là, elle va alors rassembler plusieurs vraies militantes autour d'elle. Et le jour J, la secrétaire et une dizaine de militantes arrivent avec des cigarettes cachées sur elle. Puis, dès qu'elle passe devant les journalistes et les photographes, elles se mettent toutes à fumer. Elles vont alors enchaîner cigarette sur cigarette et là, tout le monde les regarde. C'est un peu choquant, quoi. Des femmes qui fument en public comme ça dans un défilé. Et là, la secrétaire de Bernays, au calme, déclare que ces cigarettes sont des torches de la liberté. Résultat, les jours d'après, tout le monde en parle. La cigarette devient alors petit à petit un symbole de protestation et d'émancipation des femmes dans tout le pays. En fait, fumer en public leur permet de se révolter et de s'approprier la même liberté que les hommes. Les femmes se mettent alors à acheter plein de cigarettes. Et le chiffre d'affaires de Lucky Strike s'envole. Bref, Bernays, c'est l'un des premiers à utiliser la psychologie pour manipuler l'opinion publique. Et donc, les théories de son oncle Freud lui sont quand même plutôt utiles. Peut-être que vous le saviez d'ailleurs, mais Freud avait posé des bases en fait sur l'interprétation des rêves et ensuite son élève, Carl Jung, est allé encore plus loin. Ça m'a été très utile justement pour écrire le premier tome de Noisuli. Mais Bernays, lui, la psychanalyse, il l'utilise vraiment pour manipuler la masse. Et en fait, troisième secret, Bernays est le créateur de ce qu'on appelle l'astroturfing, ou le fake grassroots. Bon, aujourd'hui, ça désigne le fait de créer un faux mouvement populaire pour influencer l'opinion publique. En gros, faire croire que le peuple veut quelque chose alors que ça sert des intérêts privés et secrets, souvent politiques et même économiques. Et donc, notre cher Bernays met au point plein de techniques. Il va créer des faux comités citoyens, des fausses associations, des fausses lettres de soutien, des sondages scientifiques biaisés. Il va payer des personnalités pour promouvoir publiquement la cigarette, en faisant croire que c'est de leur propre initiative. Un placement de produits déguisé, quoi. Bref, il crée des mirages en les faisant passer pour la réalité. Et donc, tout ça pour dire que c'est lui qui a créé ce mouvement-là, le fait de créer des fausses associations et compagnie. Sauf que justement, pour en revenir sur nos paquets de clopes Lucky Strike, elles sont vertes. Les paquets sont verts. Et le vert, en fait, c'est pas à la mode. Et si les gens n'achètent pas ces paquets de clopes-là, c'est parce que le vert ne va pas avec leurs vêtements. Les gens ne portent pas du vert globalement. Sauf que le patron de Lucky Strike, il ne veut pas changer la couleur des emballages. Pour lui, c'est no way.
il veut le vert. Et il demande alors à Bernays, Edouard, s'il te plaît, fais en sorte que les gens ils aiment le vert. J'ai pas envie de changer le vert. Et là, Bernays, il fait OK. Il va alors prendre des photos stylées de mannequins habillés en vert. Il va organiser alors des événements sur le thème de la couleur verte et il écrit aux décorateurs d'intérieur, aux stylistes, aux grands magasins et aux personnalités. Et en quelques mois, le vert devient à la mode et les gens se mettent à porter du vert. Et donc forcément, par effet rebond, ils achèteront plus de Lucky Strike pour que ça matche avec leurs vêtements. Bon, peut-être le comble là-dedans, c'est que Bernays lui-même ne fume pas. Et d'ailleurs, toute sa vie, il va tenter désespérément de persuader sa femme d'arrêter de fumer. Mais ça ne marchera pas. En fait, elle était devenue trop addicte, hélas. Et ce qui fait que dans les années 60, Bernays finira par regretter profondément cette campagne pour Lucky Strike. Mais trop tard, le mal était fait. Par exemple, rien qu'en France, chaque année, environ 20 000 femmes meurent à cause de la cigarette. Donc, imaginez si on prend en compte tous les pays et toutes les années depuis le travail de Bernays. On peut dire indirectement qu'il a entraîné des millions et des millions de personnes à la mort. Mais tout ça n'est pas terminé, Bernays va faire encore plus fort et cette fois-ci s'attaquer à un challenge encore plus grand et qui va avoir de lourdes conséquences géopolitiques. Alors faut le savoir, mais dans les années 40, Bernays est embauché par l'entreprise General Motors. Et évidemment, elle voulait tout simplement vendre plus de voitures. Là, Bernays, il fait OK, pas de problème, on peut tout faire. Il va mener alors sa petite enquête. Il découvre alors que la principale concurrente de la voiture, ce n'est pas les autres fabricants de voitures, mais le chemin de fer, et donc les trains. Et là, à partir de là, il propose donc de s'attaquer aux trains tout en faisant une publicité agressive pour l'autoroute. Là, je rentrerai pas dans les détails de comment il a fait son plan machiavélique, mais ça fait qu'à partir de là, les trains de ville ont commencé à disparaître aux États-Unis, tandis que les voitures ont connu un grand boom. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis, vous le savez, mais c'est très difficile de prendre le train, il y en a pas beaucoup, enfin, les gens, ils se déplacent en voiture ou en avion. Tout ça vient de Bernays. Et Bernays commence aussi à utiliser de plus en plus de stéréotypes pour influencer la population. Au lieu d'un esprit, l'alphabétisation universelle a doté l'homme ordinaire d'un tampon mental. Un tampon recouvert de slogans publicitaires, de données scientifiques, des banalités totalement dépourvues de toute pensée originale. Le tampon de chaque homme est le jumeau de millions d'autres, de sorte que lorsque ces millions sont exposés aux mêmes stimuli, tous reçoivent des empreintes identiques. Leurs préjugés, leurs notions et leurs convictions servent de point de départ, ce qui les entraîne dans une adhésion passionnée à une image mentale donnée. En gros, selon Bernays, il suffit de manipuler un individu pour savoir manipuler tous les autres. D'ailleurs, durant la Seconde Guerre mondiale, il conseille aussi l'armée et les services d'information des États-Unis. Et en parallèle, il va travailler pour la United Fruit Company. Et là, c'est probablement l'un des chapitres les plus sombres de sa vie. Pourtant, au début, sa mission est simplement d'augmenter les ventes de bananes aux États-Unis. J'imagine que pour vous, la banane, c'est un fruit comme un autre. C'est l'un des plus vendus avec la pomme. Bon, voilà, c'est bon, machin. On en trouve toute l'année dans les supermarchés. Pourtant, à l'époque, c'était surtout un fruit considéré comme exotique, rare et fragile. Donc, Bernays ressort ses techniques habituelles. Il va alors orchestrer des campagnes de presse pour vanter les bienfaits scientifiques de la banane. Il va associer les bananes à la santé des Américains et il place stratégiquement des bananes dans des hôtels et des lieux de prestige. I'm Chiquita Banana and I've come to say bananas have to ripen in a certain way and when they're flecked with brown and have a golden hue, bananas taste the best and are the best for you. Et il en fait un symbole de modernité. Et en même temps, il se lance même à la conquête du monde en faisant de la publicité pour la banane à l'échelle mondiale. Et en échange de son travail, Bernays est payé plus de 100 000 $ par an. Alors aujourd'hui, avec l'inflation, ça représenterait 1,3 million de dollars. Bref, son travail a eu tellement d'impact qu'aujourd'hui, la banane est devenue le fruit le plus vendu de la planète. Bref, à l'époque, l'Amérique centrale, elle produit énormément de bananes. En fait, certains surnomment même ces pays les Banane Land. Légèrement réducteur, mais voilà, ils font beaucoup de bananes. Et là, la United Fruit domine largement la production. Et il faut être clair, les travailleurs, ils sont exploités et on est vraiment pas très loin de l'esclavagisme. En fait, au Guatemala, la United Fruit possède la majorité des terres et d'ailleurs, elle détient aussi le seul port du pays sur la côte atlantique. Mais en 1952, Jacobo Arbenz est élu démocratiquement comme président du Guatemala et une fois au pouvoir, il s'oppose au monopole injuste de la United Fruit. Il va alors nationaliser 40% de leurs terres et il va les donner à des petits paysans. Sauf que la United Fruit, elle n'a pas envie de se laisser faire. Tout ça est à elle. Et là, elle l'appelle Bernays. On est alors en pleine guerre froide. Et Bernays s'en sert pour réaccuser le président Arbenz de menaces communistes. Il lance alors une campagne de propagande dans les médias, surtout américains, pour le décrédibiliser.
déstabiliser, sachant qu'il peut aussi compter sur le soutien de personnes très influentes. Par exemple, l'ambassadeur américain à l'ONU est actionnaire de la United Fruit, et le patron de la CIA ainsi que le secrétaire d'État sont conseillers juridiques de la firme. Et donc, le gouvernement des États-Unis se met à condamner l'expropriation des terres, la qualifiant d'immorale et illégale. Et là, le gouvernement américain impose des sanctions et des blocus au Guatemala. Ce qui fait que la pression monte, et même la CIA s'en mêle. Et elle va alors commencer à mener une guerre psychologique au Guatemala. Elle va déstabiliser le pouvoir en place et elle effraie la population qui tente de résister. La CIA va envoyer des cercueils, des fausses bombes et des nœuds de pendus au soutien d'Arbenz. Tony knows the bomb can explode any time of the year, day or night. He is ready for it. Duck and cover. Et finalement, en 1954, la CIA organise un véritable coup d'État. Il renverse alors le président Arbenz et le remplace par un type pro-États-Unis. Cette opération va alors déclencher une véritable guerre civile au Guatemala qui durera 40 ans. Et elle fera près de 100 000 morts et 1 million de personnes déplacées. Tout ça pour des bananes. Et pendant ce coup d'État, Bernays était le principal fournisseur d'informations aux agences de presse internationales. C'est-à-dire que c'est lui qui filtrait l'info, il disait ce qu'il avait envie qu'on sache et pas le reste. Et ensuite, une fois que l'autre président du Guatemala a été déchu de son pouvoir, Bernays s'est chargé de construire l'image du nouveau président qui a été mis en place par la CIA. Bref, malgré lui, on va dire, il a largement contribué à déstabiliser toute l'Amérique centrale. Sauf que la carrière de Bernays n'est pas terminée, parce qu'il nous réserve encore quelques derniers sales coups. Bon, Bernays, il a jamais vraiment arrêté de bosser, et il a continué à conseiller ses clients jusqu'à l'âge de 100 ans. C'est lui par exemple qui démocratise les préparations des gâteaux instantanés. Parce qu'au départ, il s'agit d'une poudre sèche avec tous les ingrédients pré-mélangés. Parce que vous savez, quand vous voulez acheter un gâteau et vous n'avez pas envie de le faire, à l'époque vous achetiez une poudre, vous la mélangez avec de l'eau et hop, ça se mettait au four et ça cuisait tout seul. Sauf que les gens n'achetaient pas ça, ça se vendait pas bien. Et là, Bernays, il analyse la mécanique psychologique pour comprendre pourquoi ça ne vend pas. Et en fait, il réalise que les gens se sentent coupables de cuisiner presque sans rien faire. C'est trop facile. En fait, ils ont honte de préparer un gâteau en poudre. Et donc Bernays propose alors aux fabricants d'ajouter une étape au processus. Par exemple, il va demander aux gens, vous mettez la poudre, puis vous mettez un œuf. Comme ça, la recette reste facile, grosso modo c'est quand même de la poudre, mais comme vous avez mis un œuf, vous avez mis une part de vous-même, vous avez cuisiné, vous avez eu la sensation d'être un peu pâtissier. Et il a eu raison, parce qu'avec cette simple modification, les ventes ont explosé. Bon, en tout cas, en 1962, Bernays atteint les 71 ans. Il vend alors son cabinet à New York et il s'installe à Cambridge, aux États-Unis, avec sa femme Doris. Et là, Bernays prévoit de terminer l'écriture d'un livre, puis de profiter de sa retraite. Mais ça ne dure pas longtemps. Et du coup, il publie son bouquin à 73 ans. Et puis à un moment, il se lâche et il recommence à bosser avec Doris. Et là, ils vont créer alors une nouvelle agence et ils vont attirer des nouveaux clients, notamment le ministère du Commerce, de la Santé ou même de l'Éducation des États-Unis. Mais pendant la guerre froide, Bernays va aussi être conseiller à plusieurs reprises de l'Agence d'information des États-Unis. Et à un moment, Doris, elle décède en 1980 alors que Bernays, il est âgé de 89 ans. Sachant qu'ils ont quand même vécu et travaillé ensemble pendant presque 60 ans. Bon, en tout cas, avec le temps, Bernays commence à trouver que les gens font n'importe quoi en marketing et en relations publiques. C'est pas des bons manipulateurs, quoi. Ils font pas bien le taf. Et ainsi, vers son 100e anniversaire, il fait carrément campagne pour que tous les professionnels du milieu soient agréés pour exercer ce métier. Sauf que, ironiquement, sa campagne est un échec. Et finalement, Bernays mourra à 103 ans, presque oublié du grand public. Pourtant, en plus de 80 ans de carrière, ses idées ont complètement transformé notre société. Il a industrialisé à grande échelle la manipulation de masse et son travail a vraiment grandement contribué à créer la société de consommation qu'on connaît. Il est impossible de saisir fondamentalement les évolutions sociales, politiques, économiques et culturelles des 100 dernières années sans connaître Bernays et ses héritiers professionnels dans le secteur des relations publiques. Les relations publiques sont un phénomène du XXe siècle et Bernays a joué un rôle majeur dans la définition et les méthodes du secteur. Alors, après sa mort, Bernays a été désigné comme l'un des 100 Américains les plus influents du XXe siècle. Et aujourd'hui, son travail est étudié dans la plupart des écoles de marketing. Mais, avant de terminer, je vais vous révéler son dernier sombre secret. Alors sachez-le, mais Bernays ne transformait pas le plomb en or. Par contre, lui, il a transformé les déchets toxiques en business juteux. Parce que jusque dans les années 50, l'industrie de l'aluminium rejette du fluor, ou plutôt du fluorure directement dans l'environnement. Sauf que le fluorure, c'est un déchet hautement toxique. Les plantes, les animaux et même les gens tombent malades autour des usines. C'est tellement toxique, voilà, c'est une pourriture. Et ce qui fait que l'industrie de l'aluminium reçoit des milliers de plaintes et de poursuites judiciaires, à raison. Et des experts médicaux déclarent alors que le fluorure agit comme un poison. Il peut perturber la croissance, la reproduction, le sommeil, le métabolisme
métabolisme des humains. Et à un moment, l'industrie de l'aluminium décide alors d'embaucher Bernays pour la sortir de ce bourbier. Et Bernays va alors payer des scientifiques, des médecins et des dentistes pour dire que le fluor est bénéfique pour la santé et permet d'éviter les caries dentaires. Le fluor est présenté alors comme un progrès scientifique et des articles de propagande sont publiés un peu partout. Sa campagne de propagande est un méga succès et on voit apparaître des dentifrices au fluor un peu partout. Et l'État décide même d'ajouter du fluor dans les réseaux d'eau publique. Et d'autres pays se mettent aussi à adopter cette nouvelle norme, notamment en Grande-Bretagne. Et donc officiellement, les gouvernements font ça pour protéger les dents de la population. Mais évidemment, ça arrange bien l'industrie de l'aluminium, parce que désormais, elle peut vendre ses déchets au gouvernement. D'ailleurs, encore aujourd'hui, certaines zones dans le monde continuent à mettre du fluorure dans l'eau potable. Peut-être que vous avez déjà tous utilisé du dentifrice au fluor. Rassurez-vous quand même, d'après les scientifiques, le fluor n'est pas dangereux pour la santé tant que c'est à toute petite dose. Et il protégerait effectivement des caries. Mais ça soulève quand même quelques questions éthiques, sachant que le gars avait une éthique très aléatoire. That in a democratic society, everything depends on the consent of the people. Eh bien voilà la poiscaille, je pense que vous connaissez maintenant un peu plus les secrets sur l'homme dont la publicité s'est inspirée ainsi que les médias aujourd'hui. N'oubliez pas aussi Legal Place d'ailleurs comme solution pour créer facilement votre boîte et profiter d'un accompagnement complet. Je vous rappelle évidemment avec le lien en description et si vous utilisez le code POISSON15 vous avez 15% de réduction sur tout leur site. Avant de terminer, vous savez, on a rapidement évoqué le nom de Freud qui est aujourd'hui considéré comme l'un des pionniers de l'interprétation des rêves. En fait, selon lui, les rêves sont l'expression de désirs inconscients. Ils ont une signification symbolique ou même une structure. Et si on arrive à les comprendre, on peut accéder à l'inconscient et s'en servir pour mieux comprendre notre fonctionnement. Et justement, non pas l'interprétation, mais le contrôle des rêves, c'est l'un des thèmes que j'exploite à fond dans la saga Noisuli. Elle sortira normalement début 2026. Et ça, c'est pas la couverture publique, c'est celle de l'édition privée que j'avais déjà créée il y a un an. Sur ce, eh bien merci d'être arrivé jusqu'à là, et moi je vous souhaite une belle nuit, faites de beaux rêves, et à bientôt.